Bon, bien, bonjour, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Serge Dumont. Je suis le directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et services de première ligne, ici au CIUS de la capitale nationale. Alors, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à notre... écoutez, c'est la première de la nouvelle saison de nos conférences midi. C'est la première, c'est le début de la saison. Puis écoutez, je souhaite qu'on ait le privilège d'avoir un rendez-vous mensuel. Vous avez probablement vu le programme. On a un excellent programme cette année avec vraiment une belle diversité de conférences. Je pense qu'on va pouvoir rejoindre les intérêts de tous. Alors, moi, ça me fait plaisir de vous accueillir. On a 9 sites qui se sont joints à nous ce midi. Alors, on bat des records. Donc, ça va bien. Je pense que c'est un beau démarrage. Alors, ça me fait plaisir de vous introduire aujourd'hui le docteur Bruno Gagnon, qui est chercheur et médecin en soins palliatifs. Docteur Gagnon est membre du Centre de recherche sur les soins et services de première ligne, où il est co-responsable de l'axe sur les soins palliatifs à domicile. Puis il est également membre de l'équipe HERMOS, l'équipe de recherche en soins palliatifs et en oncologie psychosociale de la maison Michel Sarrazin. Il est professeur sous octroi à la faculté de médecine au département de médecine familiale et médecine d'urgence. Aujourd'hui, le titre de sa conférence, c'est l'évaluation d'une approche interdisciplinaire de soins palliatifs qui a la particularité d'être offerte tôt dans le trajectoire de la maladie pour nos patients qui souffrent de cancer avancé. Alors, préciser que Dr Bruno Gagnon est médecin en soins palliatifs et il pratique à domicile, ici sur le territoire. Ses intérêts de recherche, j'ai oublié de le mentionner tantôt, s'intéressent beaucoup à la question de la gestion des symptômes, particulièrement la gestion des symptômes à domicile, gestion des symptômes comme la douleur, la cachexie, puis également les différents facteurs qui sont susceptibles d'introduire du délirium chez nos patients en fin de vie. Alors, Bruno, je te laisse la parole. Puis je te remercie d'être avec nous ce midi. Je l'apprécie vraiment. Ça fait plaisir. Bon, m'excuse, je vais m'asseoir. Ça va être plus facile pour moi de parler. Donc, je vais regarder un peu mon ordinateur. Ça va me faciliter la chose que de me tourner tout le temps, vu que la caméra est en avant de moi. Et faciliter la chose pour vous aussi. Bon, j'ai changé un petit peu le titre, mais c'est juste pour spécifier qu'ici, on cherche l'optimisation de la fonction des patients. On a trop une mentalité que chez les patients à cancer avancé, la chimio va tout faire et ce n'est pas nécessairement vrai, pour ne pas dire plus fort que ça. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, on va faire une courte introduction sur le thème. On va parler un peu de la réadaptation chez les patients avec cancer, leurs défis, puis les défis pour le système de santé. Je vais parler un peu du résultat d'une équipe interdisciplinaire. Donc, on pourrait parler de ça comme une étude pilote qu'on avait faite quand j'étais à l'Université de McGill et le projet comme tel de recherche que je vais faire qu'on appelle INTEFO. Décrire qu'est-ce que ça veut dire, ces petites lettres, et une courte conclusion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les soins palliatifs, je veux dire qu'on cherche à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. Donc, ce n'est pas juste une particularité très petite, face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle. Donc, on ne parle pas juste maintenant de soins palliatifs dans le domaine de l'oncologie. Évidemment, c'est né dans le domaine de l'oncologie, mais maintenant, on veut que ça s'applique à tous les patients avec toute maladie potentiellement mortelle. Donc, une prévention, soulagement de la souffrance, identifiée et évaluée avec précision. Donc, ça prend de l'évaluation. Vous verrez pourquoi on parle de ça. Excusez-nous, monsieur. Est-ce que le 6 des 10, est-ce que c'est possible de parler un peu plus fort? On a de la misère à vous entendre malgré qu'on a mis le volume au maximum. Oui, je vais parler plus fort. Merci. Et on va monter le capteur de son aussi. Donc, et aussi le traitement des autres problèmes physiques
comme le soulagement de la détresse aussi, et une réponse aux besoins spirituels qui sont liés à cette maladie. Et juste un mot sur le syndrome de l'anorexie cachexie. Au même titre qu'il y a 40 ans, on disait bon, c'est normal pour un patient avec cancer d'avoir des douleurs et de souffrir, et qu'à un moment donné, Cécile Saunders se dit bon, c'est assez, il faut les traiter, a introduit d'abord la morphine et tout ce qui conduit à la recherche pour le soulagement de la douleur. Maintenant, on est rendu depuis quelques années à cette idée, je m'excuse, que c'est, oui, ça peut être normal qu'un patient perde du poids, qu'il perde l'appétit, mais il faut faire quelque chose au même titre que quand les patients souffraient de douleur. On peut, maintenant il commence à avoir des données, on peut intervenir pour améliorer la condition des patients selon cet aspect. Et d'une certaine façon, le projet NTFO adresse particulièrement ce syndrome. Donc, l'autre aspect qui est de plus en plus reconnu, c'est qu'il faut agir précocement. Il faut sortir des soins palliatifs à la fin de la vie, dans les 2-3 dernières semaines de vie, peut-être au maximum 2 mois. Il faut aller tôt. C'est pour ça qu'on va parler de ça, l'optimisation précoce, l'introduction des soins palliatifs. Ça, c'est juste pour donner un petit modèle que je pense qu'il faut penser maintenant les soins palliatifs. Évidemment, on parle d'une maladie qui conduit à la mort. Donc, ici, la ligne de la mort. Ici, dans cet axe, c'est les chances que la personne survive ou qu'il décède de son cancer. Donc, dans la première période, jusqu'ici, il y a quand même des chances qu'il soit guéri de sa maladie. On pourrait prendre, par exemple, un cancer du sein, traité avec un objectif de guérison, va peut-être mourir d'une maladie cardiaque, 20 ans plus tard, il va être guéri. Mais un peu plus tard, dans sa maladie, il peut avoir une récidive, jusqu'au moment où atteint un niveau qu'on pourrait appeler le stade avancé, le stade 3 ou 4, où la guérison est impossible. Mais peu importe la durée, le niveau que se situe le patient dans sa maladie, il faut qu'il y ait des interventions palliatives. En anglais, j'avais mis palliative modalité, justement pour sortir de cette notion de soins palliatifs, parce que c'est trop restrictif. Et on tombe dans la bataille de est-ce que c'est du supportive care, palliative care. Donc, il faut sortir de ce paradigme et de dire, bon, intervention palliative. Et à ce niveau-là se situe une intervention d'optimisation de la fonction physique, qui est une intervention palliative. Donc, la réadaptation du patient avec cancer avancé, juste pour dire que c'est un processus multidimensionnel qui survient chez les individus qui permet d'optimiser leur fonction à l'intérieur de leurs limites. Donc, il faut bien comprendre c'est à l'intérieur de leurs limites, mais aussi en disant qu'on peut essayer d'étendre, de surpasser certaines de leurs limites à ce point de vue-là. Donc, évidemment, il y a les traitements des symptômes, ce qu'on peut appeler des soins de soutien, aide à la réadaptation et aide psychosociale et spirituelle. Quels sont les défis pour le patient? Donc, on a déjà mentionné la question des contrôles des symptômes, une prise de poids ou, pour le moins, son maintien, optimisation de la fonction physique, création d'alliances avec la famille et les aidants, pour pas qu'il y ait l'éclatement familial qui peut arriver avec une maladie sévère, la détresse psychologique, la souffrance spirituelle, et un terme qui est difficile à traduire en français, le coping. Donc, donner la capacité au patient, dès le début, de prendre la maîtrise de sa maladie, la maîtrise de sa vie au maximum et pas être dépendant toujours des interventions, des intervenants en santé, d'être toujours en train d'appeler l'infirmière pivot parce que le patient ne sait pas comment utiliser bien ses opioïdes, ou etc., avec la nutritionniste, la question de la nutrition, etc.
et avec l'objectif évidemment de meilleure qualité de vie. Bon, la réadaptation avec les patients avec cancer, bon, il y a eu des effets démontrés sur la fatigue et la résistance physique, l'état nutritionnel, surtout chez la cachexie secondaire. Si on parle de cachexie secondaire chez les patients qui ont un cancer de la sphère tête et cou ou de l'œsophage qui ne sont pas capables de s'alimenter de façon naturelle. Symptômes psychologiques et sur la qualité de vie. Et évidemment, important pour le rétablissement des patients après une chirurgie ou une thérapie curative. Mais il y a peu de données sur le cancer avancé. Et le peu de données, si on prend par exemple sur la nutrition en ce qui concerne la prise de poids, toutes les études ont été négatives, sans effet positif. Et il faut remarquer dans toutes ces études que ça s'est fait sans exercice physique. Donc, c'est clair que si on nourrit quelqu'un, qu'on l'assoit et qu'on ne le fait pas bouger, il ne prendra pas de poids. Au maximum, il va prendre du gras, il ne prendra pas de muscle. Et l'inverse aussi, si on fait agir quelqu'un, faire de l'activité physique sans bien le nourrir, il va perdre du poids par épuisement. Donc, cette notion qu'on mette ensemble la nutrition, l'exercice physique, qui est super clair dans n'importe quelle situation normale des individus, on a oublié de l'appliquer dans les patients avec cancer avancé. Donc, l'équipe interdisciplinaire du CUSUM, le Centre universitaire de santé McGill, juste pour dire, de voir comment se faisait la référence, on avait une référence volontaire de la part des oncologues, donc il n'y avait pas une recherche positive des patients. Donc, il y avait un triage téléphonique, et dès ce triage-là, on avait une référence en soins palliatifs. Donc, déjà, on remarquait que les oncologues retardaient beaucoup avant de faire une référence dans un programme qui ne s'appelait même pas soins palliatifs. Après ça, il y avait une évaluation par l'équipe, et même là, on découvrait des patients qui étaient vraiment en soins palliatifs, incapables, ou d'autres qui manquaient de motivation pour un genre de programme comme ça, ou qui avaient des difficultés logistiques, de distance, etc. Et ça, je pense que c'est important de garder ça en mémoire, cette problématique. Donc, on a eu des interventions concertées de l'équipe. Certains ont été incapables de terminer le programme, mais il y a eu la plupart, les 2/3, ont été capables d'avoir complété le programme puis une évaluation finale et des recommandations finales. Juste que statistiques pour vous dire, entre les patients qui ont complété et non complété le programme, donc on avait 188 patients qui ont participé. Donc, comme je disais, les 2/3 ont complété, tandis qu'un tiers n'a pas complété. Il n'y a pas de différence entre l'âge, le sexe et le type de cancer pour ceux qui ont complété ou non. Au niveau de la chimiothérapie non plus. Évidemment, les gens qui ont une performance, statut de performance plus bas, comme on voit ici, ont moins de chances de compléter. Mais quand même, malgré d'avoir un niveau très avancé, 2 et 3, qui est assez sévère, il y en avait qui étaient capables de compléter ce programme. Ce qui est très important, c'est que si on les attrape trop tard dans leur état nutritionnel, ça fait une grosse différence. Au niveau de l'état nutritionnel, avec 3 facteurs qui est reconnu. L'autre chose qui est très bien reconnue aussi, c'est la protéine C-réactive, qui est un marqueur d'inflammation, qui est un marqueur d'une certaine façon de la sévérité de la maladie, de la réponse de l'individu. Évidemment, plus le patient a une maladie agressive, moins il y a de chances de pouvoir compléter à ce point de vue-là. Et aussi, c'est un facteur de pronostic. Plus c'est haut, moins la personne a une espérance de vie. Et c'est un autre marqueur ici pour dire que si les patients sont référés trop tard, ils ont moins de chances de bénéficier du programme. Ce qui est important, je ne sais pas pourquoi ce carré blanc là apparu, mais c'est que le test de fonction de marche, le test de marche de 6 minutes n'était pas différent entre les deux groupes.
Donc, ce n'est pas comment il part au niveau de la fonction physique, c'est vraiment d'autres facteurs qui probablement plus reliés à un retard de la référence pour l'état nutritionnel. Donc, quels sont les effets? On a amélioré la fatigue, l'état dépressif, la nervosité, l'essoufflement. Donc, entre 5 et 8, on parle d'un effet modéré donc sur le patient. Entre 5 et 8 au niveau de la détresse, adaptation au coping et la qualité de vie. Et un gros effet au niveau de la fatigue mesuré en utilisant l'échelle de l'inventaire multidimensionnel de la fatigue. Donc, réduction des activités étaient beaucoup améliorées. Donc, à ce point de vue-là, on a aidé beaucoup. La fatigue physique et la fatigue générale. Ce qui est intéressant sur la fatigue mentale et la fatigue psychologique, on n'a pas eu d'effet dans notre programme. Donc, c'est une chose qui mérite d'être réétudiée. Je ne présente pas les résultats. Les résultats négatifs, on ne les présente jamais. Au niveau des tests physiques, il y a une amélioration importante du test de marche 6 minutes. Donc, quand il y a une amélioration de groupe de 40 à 50 mètres par minute, c'est significatif en tant que groupe et très important pour un patient. Et aussi le test de marche rapide de gait. Quand on réussit à améliorer de 10 ou de 0.10, ça peut être suffisamment la différence, ici c'est 0.15, entre pouvoir traverser ou non une rue lors de l'arrêt de la lumière. Et c'est important pour un patient. Et ce qui est impressionnant chez nous, il y a eu quand même, la majorité des patients ont soit maintenu leur poids, en jaune ici, ou même pris plus que 2 kilos de poids pendant 12 semaines d'intervention. Donc, c'était très encourageant. Mais comme je dis, c'est un projet pilote, il n'y a pas de contrôle, on va faire ça. C'est un des objectifs du projet que je vais vous décrire. L'autre chose, bon, les défis pour la première ligne. Actuellement, le modèle des soins dispensés aux patients avec cancer est du modèle américain où l'oncologue devient le médecin de famille et que le centre d'oncologie doit offrir tous les services. Et ce qui veut dire que le patient doit se rendre au centre d'oncologie pour recevoir quels que soient les services dont il a besoin. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Bon, c'est que l'accès peut être réduit si tu demeures un peu plus loin, et ça devient coûteux pour le patient, que ce soit en transport ou en stationnement, etc. Ça conduit aussi à un phénomène de rétention des patients dans les centres d'oncologie. Donc, il n'y a pas de référence aux médecins de famille, il n'y a pas de référence suffisante aux intervenants de la communauté, etc., où ça se fait très tard, au lieu de se faire très tôt. Donc, un retard dans la transition vers les soins de première ligne. L'autre chose, c'est que ça conduit à une sous-utilisation d'expertise des équipes interdisciplinaires dans la communauté. Surtout au Québec, les CLSC ont beaucoup d'équipes interdisciplinaires qui pourraient s'adresser à ces patients-là beaucoup plus tôt dans la trajectoire de leur maladie. Je fais du travail à soins à domicile, comme Serge a mentionné. J'ai toute l'équipe, j'ai des ergothérapeutes, des nutritionnistes, des infirmières, chargés de pastoral, travailleurs sociaux. Et combien de patients on attrape, puis 3 jours plus tard, il faut les transférer en unité de soins palliatifs. On a à peine le temps de les évaluer, etc. Donc l'équipe est toujours à la course et en train de donner peu de résultats et peu de services aux patients et à leurs familles. Et une utilisation, bon, c'est ça, sous-optimale des services de la santé. Si on a temps pour intervenir chez ce patient-là, il va y avoir une multiplication, comme je disais, aux visites dans les centres d'oncologie, risque de surutilisation des salles d'urgence, etc. Une charge sur les infirmières pivots qu'on appelle maintenant, qui doivent gérer des choses qui devraient être gérées par d'autres expertises que son expertise à elle. Juste brièvement, c'est une étude qui avait été faite sur le cancer du poumon aux États-Unis. Ça a fait un gros changement dans la culture.
l'étude était assez simple. C'était au diagnostic des patients avec un cancer du poumon avancé. Donc, dès le diagnostic, soit qu'il y avait des soins usuels par les oncologues, etc., ou il y avait aussi une référence avec un médecin et une infirmière en soins palliatifs. Et comme on voit ici, toutes les mesures de qualité de vie se sont améliorées pour les patients qui ont eu accès au médecin et à l'infirmière en soins palliatifs. Et ce qui a fait le gros scandale ou la grosse révolution aux États-Unis, c'est que ceux qui ont eu Early Palliative Care, donc une implication en soins palliatifs, ont eu une augmentation de la survie moyenne de 3 mois. Et dans le cancer du poumon, une augmentation de la survie moyenne de 3 mois, c'est ce qu'a fait l'introduction de la chimiothérapie il y a 30 ans. Okay. Depuis 30 ans, les différents types de chimiothérapie n'ont pas beaucoup changé sur la survie, ont surtout changé sur la toxicité reliée à la chimiothérapie. Donc ça a créé tout un émoi dans les Américains sur la question des soins palliatifs. Et une chose à remarquer, c'est que ceux qui étaient en soins palliatifs dès le début ont pris moins de chimio que ceux qui n'étaient pas en soins palliatifs. Donc, est-ce que c'est la chimio qui les a... Bon, je n'irai pas plus loin. Donc, c'est pour ça qu'ils ont l'association d'oncologie American Society of Clinical Oncology, donc ASCO. Nous, on a appelé ça dans notre programme ASCO-PC. C'est maintenant la recommandation américaine de ce que les patients avec cancer avancé soient tout de suite vus par un médecin, une infirmière en soins palliatifs. Donc, notre projet, c'est Interdisciplinary Team in Early Functional Optimization, INTEFO. On avait soumis ça en anglais, donc on a pris une abréviation anglaise, on trouve à ça pour INTEFO. Donc, c'est une approche clinique afin d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la qualité des soins palliatifs offerts aux patients avec cancer avancé. Et ça a été subventionné par la Société canadienne du cancer. Ce qui est particulier chez cette étude, l'objectif primaire n'est pas d'augmenter la qualité, de mesurer si on améliore la qualité de vie des patients et leur fonction. C'est d'abord, est-ce qu'on change quelque chose sur l'utilisation des services de santé? L'hypothèse étant, si on leur augmente leur fonction physique, on les rend plus capables de gérer leurs propres symptômes et leurs propres défis en tant que patient avec maladie avancée, un meilleur encadrement familial dès le début, il y aura moins d'utilisation inappropriée des services de santé. Donc, c'est ça qu'on cherche à démontrer. Et l'objectif premier, c'est le nombre de jours passés à l'hôpital. Si tu as une meilleure fonction physique, un meilleur état nutritionnel, tu es plus apte de combattre une infection, par exemple, être capable de rester à la maison au lieu d'être admis pendant 4 ou 5 jours pour combattre une infection pulmonaire, etc. Et il y aura d'autres choses qu'on regardera, là, mais qui sont des objectifs secondaires, mais ça se réfère tous à l'utilisation des services de santé en fin de vie. L'autre aspect important de tout ça, c'est que tout patient qui va être inclus dans l'étude va servir pour l'analyse. Qui complète ou non notre programme, il va servir pour l'analyse, parce que ce n'est pas la complétion qu'on regarde, mais vraiment l'inscription dans le programme. Est-ce que ça change quelque chose? Évidemment, on va ajuster pour savoir si la complétion ou non change quelque chose pour les outcomes, mais ce qui est important, c'est que tout le monde va servir pour une analyse, en autant qu'ils sont décédés à la fin de l'étude. Parce qu'on ne peut pas voir les 6 derniers mois s'ils ne sont pas décédés. Et ce qui est secondaire, c'est ce qu'avec Serge, quand je parlais, on parlait de vérifier s'il y a une pilule. Donc, on va voir s'il y a une différence entre les gens qui ont juste une intervention médecin-infirmière ou toute l'équipe interdisciplinaire. Donc, s'il y a une différence au niveau de la fonction physique, contrôle des symptômes, etc. S'il n'y a pas de différence, maintenant, à ce moment-là, on n'a pas de pilule de différence. Et probablement que toute l'équipe n'est peut-être pas toute nécessaire. Il faut aller juste au modèle proposé par les Américains à ce moment-là.
Donc, la méthodologie, on vit ça comme une évaluation prospective de 2 interventions implantées. J'ai mis sur le territoire du CIUS de la capitale nationale. Au début, c'était le C3S vieille capitale, anciennement, mais on est rendu là. Donc, la SCOPC, infirmière, on va l'introduire dans le CLSC de la Haute-Ville, où se situera là les soins, tandis que l'INTEFA, les soins vont être donnés. Pour l'instant, on pense à l'hôpital du Christ-Roi, mais on essaie de voir si ça ne peut pas avoir un autre CLSC qui aurait des disponibilités ou un autre endroit là, avec le nouveau CIUS. Il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent, mais actuellement, dans le protocole, c'est ce qui est indiqué. Donc, les patients vont être référés par l'infirmière pivot de la communauté ou des centres d'oncologie. Et ils vont avoir une répartition, non pas aléatoire, mais selon leur code postal. Donc, les patients avec un code postal terminant avec un chiffre pair ou impair iront dans un des 2 programmes. Les patients qui refusent, on va leur demander s'ils nous donnent accès à la collecte de leur information par le Medeco, etc., qui pourront servir à ce moment-là comme groupe contrôle qui n'a eu aucune intervention. Évidemment, il va falloir faire des ajustements parce que c'est très probable que cette population-là est différente des 2 autres populations. Et les proches aidants qui voudront accepter d'avoir du questionnaire pour évaluer la pertinence du programme sur leur qualité de vie. Donc, il ne faut pas que ce soit des patients qui soient en phase palliative de fin de vie. On vise les patients avec cancer avancé parce que c'est l'idée, mais aussi c'est que si on veut évaluer les 6 derniers mois de vie, on ne peut pas prendre des gens qui ont capacité de survie de plus de 9 ou 12 mois, parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas personne qui va mourir pendant notre étude. Et donc, il n'y aura pas d'études possibles. Et aussi sans atteinte cérébrale ou de troubles psychiatriques importants. Ce n'est pas le but de l'étude ici. Donc, on va collecter plusieurs choses. Beaucoup de données au niveau de l'évaluation, symptômes physiques, psychologiques et de qualité de vie. Ça peut paraître beaucoup de choses, mais ce sont les outils qu'on a utilisés quand on a fait notre étude de pilote à l'Université McGill, et c'était très bien accepté par les patients. Et au fond, ça rentre dans la définition que des soins palliatifs doivent être faits avec une bonne évaluation. Actuellement, c'est une des difficultés que je rencontre en soins palliatifs à domicile, c'est qu'il n'y a rien de mesuré. Quand on parle en équipe, on parle, mais on a peu de choses claires pour évaluer nos patients et discuter nos patients sur une base. Sa douleur est mieux. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, sa douleur est mieux? Est-ce qu'elle est passée de 9 sur 10 ou de 5 à 5 sur 10 ou de 5 sur 10 à 2 sur 10? C'est pas la même chose. 10 étant la pire douleur. Donc, on peut dire la même chose pour tous les autres aspects. L'aspect nutritionnel, on ne parle même pas du poids. S'il est passé de 130 livres à 115 livres dans le dernier mois, son poids s'est maintenu. Tout ça a des implications au niveau des soins du patient et la coordination des interventions avec l'équipe. Donc, tous ces instruments-là qu'on va utiliser chez nos patients sont des choses bien tolérées par nos patients et qui donnent beaucoup d'informations. Et c'est l'objectif, un des objectifs de l'étude, c'est de changer la mentalité des équipes d'intervention de première ligne, qu'il faut évaluer les patients de façon rigoureuse. Évidemment, pour les proches aidants, on a deux mesures pour leur qualité de vie et leur détresse psychologique. Ça, c'est juste pour l'étude. On verra si ça vaut la peine utile dans la pratique clinique, mais on n'utilisait pas ça quand on a fait l'étude pilote à McGill. On a fait un résumé d'admission, code de diagnostic des cancers, etc. Et évidemment, on va aller chercher les banques de Medeco et de la RAMQ pour avoir l'utilisation des services de santé infirmière. Donc, juste pour brièvement, donc c'est des cancers métastatiques, donc de stade 3 et 4.
On va répartir selon le code postal relié à ce qui était anciennement le C3S Vieille Capitale. 194 patients par branche, si on veut, et une équipe un groupe à toute l'équipe, médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes ou kinésiothérapeutes, nutritionnistes, et travailleurs sociaux et psychologues. Les autres vont avoir un médecin et une infirmière, mais ça ne les coupe pas d'une référence occasionnelle à d'autres intervenants selon le jugement de l'équipe médecin et infirmière. Mais il n'y aura pas de rencontre d'équipe à ce moment-là. Ça se fera comme ça se fait habituellement pour ces patients-là. Le nutritionniste fait son évaluation, envoie sa feuille, puis le médecin regarde ça, l'infirmière regarde ça. Il n'y a pas de communication interprofessionnelle. Donc l'intervention le veut de 12 semaines. Donc les patients vont être vus initialement et aux 4 semaines. Et une évaluation finale aura lieu après 12 semaines. Donc 10 semaines, temps 0 jusqu'au temps 1, qui est l'évaluation finale, et entre-temps, ils vont être revus au moins aux 4 semaines, et plus souvent par les médecins et les infirmières si nécessaire. Donc, si un médecin et une infirmière introduit des modifications importantes dans son plan de soins, on peut le revoir 2 semaines plus tard. Mais pour ce qui est des membres autres d'intervention de l'équipe, ça se fera aux 4 semaines. Et après ça, pour le temps de survie, il se fera aux 4 semaines, une fois par mois, jusqu'au transfert en soins palliatifs ou le décès. On ne veut pas, autant que possible, les rencontrer plus que ça, parce qu'on veut faire une référence à le médecin de famille le plus tôt possible. L'idée, c'est qu'à partir de T1, on informe le médecin de famille de ce qui a été fait, l'état du patient, les médications à la sortie, la situation de la famille, et de transférer ça au médecin de famille pour qu'il prenne en charge le patient à ce moment-là pour les soins de la communauté. Et nous, on va faire juste le suivi pour nos évaluations selon l'étude, dans l'espérance que par la suite, après l'étude, cette partie du suivi après l'intervention ne consiste qu'à une référence à un spécialiste en soins palliatifs pour les aider si nécessaire. Donc, éviter la rétention des patients dans un genre de programme comme ça. On ne veut pas passer d'une rétention des centres d'oncologie à une autre forme de rétention. Donc, c'est vraiment l'intervention de 12 semaines qu'on veut intensifier autant possible par la suite, délaisser les patients vers la communauté. Bon, on fera les études statistiques habituelles, statistiques descriptives, petits tests qui carré pour les services de fin de vie. On va faire malgré tout des analyses d'ajustement pour des covariables, pour être sûr que les groupes sont répartis de façon, s'ils ne sont pas répartis de façon équilibrée. Et comme je disais, avec le groupe contrôle, ça peut arriver, parce que c'est quand même 2 petits groupes, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer en fin de vie. Mais on va avoir des questionnaires sur le niveau financier, niveau d'encadrement familial, etc. Comme on sait que tout ça peut influencer beaucoup l'utilisation des services de santé. Donc, on va essayer de faire des ajustements. Pour l'évaluation des changements au niveau des facteurs de qualité de vie, etc., comme il y a plusieurs mesures qui vont se faire au cours de l'étude, on va prendre les courbes de modélisation, la courbe de modélisation en anglais Growth Curve Modeling, qui permet d'entrer plusieurs points de mesure. Même si un patient en a 3, 4 ou 5, il peut être introduit sur ces courbes de façon normale. Et on veut faire aussi de la modélisation de la trajectoire de chaque groupe. Donc, identifier dès le début, est-ce qu'il y a des groupes, quand ils sont plus malades, qu'est-ce qui se passe avec eux, est-ce qu'ils s'améliorent ou non. Donc, pas juste regarder la moyenne, mais regarder aussi des phénomènes qui peuvent être liés à des sous-groupes avec des caractéristiques différentes dès l'introduction dans l'étude. Ça donne de l'information très intéressante. Entre autres, est-ce qu'il y a un groupe de patients qui ne bénéficient pas de ce genre de programme
et à ce moment-là, l'orienter peut-être directement en soins palliatifs, au lieu d'essayer de les forcer à passer un programme trop difficile. Mais cela n'arrivera pas. Tous les patients vont bénéficier. Conclusion, l'intervention chez les patients avec cancer avancé, c'est une problématique clinique complexe qui demande une intervention, je pense, par des équipes complètes pour bien adresser tous les aspects, pas juste un médecin ou une infirmière. L'équipe interdisciplinaire est un moyen d'offrir une approche palliative précoce à ce point de vue-là. Et je pense que des interventions nutritionnelles et physiques semblent efficaces, comme notre étude pilote l'a donné sur la fonction physique et l'état nutritionnel. Ce genre d'études, je pense, est nécessaire pour démontrer la valeur ajoutée des équipes interdisciplinaires dans l'approche clinique ces patients avec cancer avancé, et à tous les niveaux, au niveau de l'expérience du patient, de la famille, mais aussi au niveau des services de la santé, en espérant qu'on diminue aussi l'utilisation de la chimiothérapie par ces interventions-là, parce que l'élimination de 2 ou 3 chimios, ou 5% des patients recevront moins de chimios, ça paye pour tout le programme, bien souvent, à ce point de vue-là.